Oui, je pense que là c'est parti. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette plateforme Managedu, qui est une plateforme en fait destinée aux pilotes de l'éducation nationale, qui est un espace de ressources, un espace d'échange. Et ce soir est un bon exemple et une incarnation de ce que peuvent être les échanges sur cette plateforme. En fait, ces échanges n'ont pas vocation à créer des nouvelles normes ou à créer un nouveau prescrit, mais bien évidemment, surtout à essayer de vous inspirer dans votre quotidien professionnel, que vous soyez inspecteur ou chef d'établissement. Il est clair que peut-être encore plus en ce moment que dans d'autres périodes, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin aussi de s'outiller parce que vous avez sur la plateforme un certain nombre d'outils, de dossiers thématiques qui sont des dossiers construits par des chefs d'établissement et des inspecteurs. Souvent, le son est mauvais. Ah, le son est mauvais. Alors attendez, je vais peut-être changer le... je vais voir si je peux changer le... Non, j'avais testé ça, mais... Attendez, je regarde juste où se situent les options. Je crois qu'il y a un souffle chez Clotilde. Ah, c'est un souffle chez Clotilde. Ah. Comment on fait pour enlever ce souffle? On peut faire grand-chose. On peut couper le son, oui, c'est ça. On peut couper le son quand on ne prend pas la parole, ce serait ça? Oui, c'est ça, je vais couper. Voilà. Oui, c'est peut-être mieux, là, vous m'entendez mieux? Oui, je crois que c'est mieux. Dites-moi si c'est mieux. Bon, en tout cas, voilà. Oui, très bien. Merci, super. C'est vrai qu'il y avait un gros souffle. Donc juste, je pense que vous avez entendu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, même s'il y avait un souffle derrière. Donc cette plateforme que vous connaissez peut-être sans doute, hein, qui est vraiment construite par des chefs d'établissement, par des inspecteurs, pour des inspecteurs et pour des chefs d'établissement. Encore une fois, c'est vraiment un lieu d'échange. Il y a eu déjà de nombreuses thématiques qui ont été abordées. Ce soir, en fait, nous allons aborder la thématique de l'accompagnement des élèves en grande pauvreté. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que d'abord, ces élèves en grande pauvreté sont très nombreux dans notre école. Il y en a 3 millions d'enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté, de précarité. Et je dirais que ces enfants, en fait, ne sont pas tous en éducation prioritaire. En fait, il n'y en a qu'un tiers de ces enfants qui sont en éducation prioritaire. Il y en a 2 tiers qui ne sont pas en éducation prioritaire. Ça veut dire que, quel que soit le lieu de votre exercice, quel que soit l'établissement ou la circonscription dans laquelle vous exercez, vous accueillez ces enfants qui vivent dans des conditions très précaires. On peut imaginer d'ailleurs que la crise qui arrive ne va faire que augmenter le nombre de ces enfants. Et la question qu'on va essayer d'aborder ce soir avec Clotilde Granado, c'est de savoir comment on peut au mieux accompagner ces enfants, mais aussi évidemment les familles de ces enfants. C'est-à-dire comment notre école accueille cette pauvreté, qu'est-ce qu'elle en fait, comment cette pauvreté aussi influence notre école. Ça, c'est des questions qu'on va essayer d'aborder avec Clotilde. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente, et puis ensuite, je vous donnerai les 4 thématiques qui vont structurer nos échanges. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un chat qu'on peut voir tous les deux. Et puis, en back-office, il y a aussi Gwenaël qui peut nous interpeller. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va aborder de très nombreuses questions, de très nombreux thèmes. Donc, n'hésitez pas aussi à réagir à ce qu'on peut dire. Je laisse la parole à Clotilde pour qu'elle se présente et pour qu'on commence. Donc, bonjour à tous, Clotilde Granado, je suis responsable du département école d'ATD Carmont. Donc, ATD Carmont, c'est un mouvement qui a une 60aine d'années et qui a pour but d'éradiquer la misère. Et au niveau du département école, on travaille avec des enseignants à réfléchir sur leurs pratiques quotidiennes, sur la façon dont les enfants en situation de pauvreté peuvent réussir. On travaille plus particulièrement sur le lien école-famille, comment faire le lien école-famille, comment aller vers les personnes les plus éloignées de l'école. Et actuellement, on est dans une recherche-action sur la surorientation des enfants en situation de pauvreté dans l'enseignement spécialisé et adapté. Donc, je coupe mon micro quand je ne parle pas pour enlever le souffle.
Donc, moi, je suis Alain Poté, je suis IAIPR de Sciences de la vie et de la Terre, mais en réalité, dans l'Académie de Créteil, depuis 12 ans, mais depuis 6 ans, je suis en charge de l'éducation prioritaire dans l'Académie de Créteil. Et donc, à ce titre, je travaille énormément sur ces questions d'accueil des enfants de la grande pauvreté. Je travaille aussi comme allié dans l'association, dans le mouvement ATD Quart Monde, donc j'ai une double casquette. La casquette de ce soir, c'est plutôt celle d'inspecteur, mais elle est totalement nourrie, évidemment, par l'action que je mène avec ATD. On va essayer de parler de plusieurs choses. En fait, parce que en tant que pilote, en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur, en fait, vous allez voir que il y a énormément de thématiques dans lesquelles la question de la grande pauvreté, de la pauvreté, va rentrer en ligne de compte et va forcément influencer à la fois notre pilotage, mais aussi notre action. Je pense que la première thématique, on en a parlé, c'est la question de l'orientation, de l'inclusion. Clotilde parlait d'une expérience dont on va vous parler un petit peu plus longuement là, dans la suite, sur la question de savoir pourquoi, dans un certain nombre de filières adaptées ou spécialisées, on retrouve un très grand nombre d'enfants issus des milieux défavorisés, alors que ces filières sont a priori pas forcément destinées pour ces enfants en particulier, puisque ce sont des filières du handicap, par exemple, et on peut se poser la question pourquoi la pauvreté devrait orienter plus d'enfants vers ces filières du handicap. Donc, on va vous présenter un petit peu les travaux qui sont menés aujourd'hui sur cette question et qui sont menés déjà depuis un petit moment par l'association, par le mouvement ATD. La deuxième thématique, ça sera toute la question des représentations sur les familles pauvres. Pourquoi cette thématique sur les représentations ? Parce que il faut lutter tous les jours. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Il faut lutter tous les jours dans l'école, mais pas que dans l'école, dans la société, pour combattre les idées fausses et les représentations sur les familles pauvres. Il y a un certain nombre d'éléments qui circulent, jamais de façon, je dirais, négative, mais toujours de façon un peu naturelle. On a l'impression qu'il y a un certain nombre de choses que l'on plaque sur la pauvreté. Et il est important, et on va le voir un petit peu, de lutter contre ces représentations afin que les actions qu'on peut mettre en place portent leurs fruits. Parce que tant qu'on n'aura pas travaillé ces questions de représentation, ça sera difficile. La troisième thématique qu'on vous propose d'aborder, c'est celle du travail personnel de l'élève en dehors de la classe. Et puis toutes ces questions autour du conflit de loyauté. Parce que nous pensons avec Clotilde que c'est un moment charnière dans les discriminations sociales, cette question du travail personnel en dehors de la classe. Alors, on sait que les devoirs sont très discriminants, sont des accélérateurs puissants des inégalités socio-scolaires. La quatrième et dernière thématique qu'on vous proposera d'aborder, et peut-être que l'actualité nous amène peut-être plus encore à l'aborder, c'est la question de l'inclusion numérique et peut-être plus de l'exclusion numérique, d'ailleurs pour les familles les plus éloignées de l'école. Et la question aussi des non-recours. Vous êtes, en tant que chef d'établissement, souvent amené à faire un travail très fin, très individualisé pour aller chercher toutes ces familles qui ont le droit à des bourses dans notre système éducatif et qui ne le demandent pas. Et il est toujours très difficile d'aller chercher ces familles pour qu'elles puissent bénéficier de ces droits auxquels elles ne recourent pas parfois. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais laisser la parole à Clotilde pour qu'elle nous présente cette expérimentation et puis qu'on puisse réagir sur cette question de l'orientation et de l'inclusion. Donc c'est une expérimentation dans laquelle on est depuis à peu près 5 ans maintenant. On est parti d'un constat de départ qui était que en SECPA et en ULIS et dans toutes les filières, en ITEP, en IME, on avait plus de 80% dans certaines sections d'enfants en situation de pauvreté. Qui ne s'explique pas par nécessairement, pour ce qui concerne les ULIS et les IME, un handicap chez ces enfants, puisque quand on les retrouve à l'âge adulte, ces enfants n'ont plus du tout l'image de personnes handicapées. Ils perdent leur statut d'enfant handicapé à partir du moment où ils sortent du système scolaire. Ce qui nous pose question, c'est pourquoi ces enfants se retrouvent dans ces filières. Et l'autre question qui se pose, c'est que si on regarde ce qui se passe après ces filières, en regardant les chiffres de SECPA, on a plus de 60% des enfants qui, après 8 ans après la rentrée en SECPA, n'ont pas de diplôme et pas de profession derrière.
En Ulysse, il y a très peu de chiffres qui sont faits où on retrouve des personnes qui ne retrouvent pas de métier derrière. Donc la question qui se posait, c'est comment ça se fait que sitôt les enfants, puisqu'on retrouve des enfants qui sortent de grandes sections de maternelle, qui vont être orientés à la fin de la grande section de maternelle vers des sections qui ne leur permettront pas de finir une scolarité avec un diplôme. Alors pour faire tout ce travail, on a fait d'abord des travaux avec des partenaires, avec des personnes en situation de précarité, avec les syndicats enseignants, avec des fédérations de parents d'élèves pour réfléchir à cette problématique. À partir du moment où la problématique du fait que cette surorientation était une injustice, on a demandé à des établissements de s'engager avec nous pendant 5 ans pour travailler à cette question. Donc, on a actuellement 15 établissements qui se sont engagés avec nous, qui réfléchissent au niveau de l'élémentaire et de la maternelle, puisqu'on a très peu réussi à avoir de collège, à savoir comment travailler avec les enfants en situation de précarité pour éviter l'orientation en SECPA, d'autant qu'on a des fratries entières qui partent en SECPA, et permettre à ces enfants de pouvoir réussir une 6e ordinaire correctement. Moi, je n'ai pas de pourcentage des élèves, puisque ce sont des histoires de famille. En fait, on retrouve, quand on discute avec les familles, quand l'aîné est parti dans une section spécialisée ou adaptée, toute la fratrie part. Et puis, quand on commence à discuter avec les familles, on se rend compte que les parents ont été dans une section spécialisée, les grands-parents ont été dans des sections spécialisées. Et quand toutes ces familles-là, quand elles arrivent à 16 ans, qu'elles quittent ou à 18 ans, qu'elles quittent l'école, ils ne refont pas de dossier MDPH, parce qu'ils ne sont pas considérés comme handicapés. Il y a une approche, alors ça c'est une caractéristique d'Atelier Carmonde, et c'est très précieux, une approche anthropologique de cette question, et pas forcément une approche statistique. Il y a des statistiques, mais je veux dire par là que ce sont des trajectoires de vie qui sont souvent racontés par des militants et qui viennent nous dire, voilà, à l'école, on m'a placé dans une IME, et après, quand j'ai pu sortir de cette école, quand j'ai pris une activité, ce caractère de situation de handicap n'a pas été pris en compte, et surtout, je n'étais pas considéré par la société comme quelqu'un d'handicapé. C'est-à-dire que l'école m'a considéré comme quelqu'un d'handicapé, mais en réalité, ensuite, quand je suis sorti de cette école, les situations que j'ai rencontrées ne me faisaient plus être en situation de handicap. D'ailleurs, on parle plutôt de situation de handicap, et on voit bien que quelquefois, c'est l'école qui crée la situation de handicap. Donc il faut quelquefois s'interroger sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire de placer quelqu'un, enfin, comment se fait-il que certaines fois, l'école place les enfants dans des situations où ils sont handicapés, alors que quand ils sortent de l'école, ils ne le sont plus considérés. Donc voilà, je complète par rapport à Clotilde et à la question qui est posée. Familles où effectivement les 4 premiers de la fratrie sont allés en SECPA et ensuite pour le 5e enfant, les parents se sont battus parce que ils ont vu que les aînés n'obtenaient rien à la fin de la SECPA, donc ils se sont battus pour que le dernier puisse faire une 6e ordinaire. Et souvent, le dernier, il a son bac, il fait des études supérieures. Et donc du coup, les frères et sœurs se demandent pourquoi les parents ne se sont pas battus. Donc il y a vraiment tout ce processus en fait que les gens intègrent leur incapacité et qu'il leur faut toute une génération pour se dire je ne suis pas dans cette incapacité et se battre pour que leurs enfants ne soient pas à nouveau mis dans cette incapacité alors qu'ils sont capables d'apprendre en fait. C'est important voilà. Est-ce qu'il y a des tests? On est bien d'accord que c'est tout un processus. Hein. On n'est pas en train de jeter la pierre sur le travail des médecins scolaires, des assistantes sociales. Mais il est vrai que on voit tout le poids de l'origine sociale et puis tout le poids des représentations. On va en parler après, et tout le poids de la représentation sur la famille. Ce que dit Clotilde à propos de familles entières qui ont été orientées vers des filières adaptées ou spécialisées montre bien que c'est difficile de ne pas mettre des étiquettes. Voilà. Donc en fait, il
y a vraiment un travail avec cette expérimentation où on va essayer de faire en sorte que les acteurs eux-mêmes s'interrogent. C'est pas nous qui allons créer la réflexion, c'est on espère, et cette expérience le montre, enfin cette expérimentation va essayer de le montrer, c'est comment on peut stimuler, faciliter la mise en réflexion des acteurs eux-mêmes pour qu'ils comprennent mieux quels sont les biais cognitifs qui les animent parfois. Et donc, c'est toute cette question-là qui est complexe, hein, en tout cas. Mais on voit bien qu'il y a des frilosités, hein, quand on aborde cette question des SECPA, c'est extrêmement tendu. On sent bien qu'il y a une crainte aussi de voir peut-être des champs rattachés au milieu ordinaire. Il y a profondément l'envie aussi de garder un certain nombre de filières adaptées pour des enfants qui ont besoin d'être un petit peu parfois protégés, c'est ce qu'on nous dit. Mais cette protection, quelquefois, n'est pas une aide pour les enfants non plus. Voilà. Alors, pour répondre sur le rôle des inspecteurs, je pense qu'Alain est plus à même que moi mais effectivement, dans le processus là, parce que les écoles ont commencé à écrire des projets sur ce qu'ils voulaient changer dans leur école, et effectivement, sans le support de la hiérarchie, sans que la hiérarchie autorise des particularités dans ces écoles, on ne pourra pas avancer. Et sans le soutien de la hiérarchie dans ce que vont vouloir expérimenter ces écoles, on ne pourra pas avancer. Et on le sent beaucoup dans les équipes aussi, effectivement, cette demande que les inspecteurs soient un soutien quotidien dans leur expérimentation et dans ce qu'ils demandent. Alors, vous parliez des biais cognitifs, alors ça permet de passer aussi à l'autre thème, mais je ne peux pas ne pas évoquer, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, parce que j'ai l'impression que ma caméra fait... Ouais. Donc lutter contre les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, c'est en fait, voilà, comment on lutte contre ces biais. Je vais vous donner juste quelques titres pour que vous ayez un peu l'idée. Par exemple, il y en a, donc il y a 130 idées fausses. Il y en a pas, elles sont pas toutes sur l'école, hein, il y en a une quinzaine sur l'école en fait. Mais par exemple, une des idées fausses qui est combattue dans les pauvres sont incapables d'élever leurs enfants. Voilà. Alors je dis pas que c'est un biais, hein, mais voilà une représentation et peut-être quelque chose qui travaille et qui se dit bon, ils sont pauvres. Et la réponse c'est que c'est pas si simple que ça d'abord, et que les parents en grande précarité ne sont pas moins attentifs que les autres, et ils n'ont pas moins envie que leurs enfants réussissent à l'école que les autres. Mais les parents en grande précarité sont en fait confrontés à de multiples difficultés qui affectent le quotidien et le devenir de leurs enfants. Donc ça veut dire qu'en fait il y a un certain nombre d'idées qui circulent sur ces personnes qui vivent en situation de grande précarité et qui vont influencer inconsciemment nos décisions et nos choix. Et aussi, parce que une militante à TD le dit très bien, on n'aura pas les mêmes mots, on n'aura pas même les mêmes regards vis-à-vis de ces enfants et vis-à-vis de ces familles. C'est terrible, hein, parce que c'est très compliqué de lutter seul contre ces biais et ces représentations. Et c'est là toute l'importance du collectif, et c'est là toute l'importance du pilote et aussi des inspecteurs ou des chefs d'établissement pour prémunir et travailler cette question de façon collective. Que ça soit pas un enseignant qui soit en charge de ce genre de questions, mais qu'il y ait un collectif qui prenne en charge cette question de l'orientation, cette question de la relation famille, et qui puisse essayer à plusieurs de faire un travail qui soit aussi fin que possible. Donc sur ces représentations, juste pour vous dire, cet ouvrage-là, il a été acheté en 7200 exemplaires par l'Académie de Créteil, il a été distribué dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées, et il a été accompagné d'un certain nombre d'animations pour expliquer la démarche. Donc ça, c'est une base, ça permet d'éviter les opinions et les croyances, et puis ça donne des outils vraiment factuels, hein, à une époque où on est quand même envahi de fake news. Vous avez là un outil anti-fake news absolument génial. Toi, si tu veux rajouter quelque chose. En fait, sur la vision de la pauvreté, au-delà des idées fausses, quand on interroge dans le processus d'observation des écoles qu'on a faites, on a interrogé sur les enseignants et tout le personnel de l'école sur la vision de la pauvreté. On remarque que les familles sont souvent vues par leur manque.
pas de stimulation intellectuelle, pas de vocabulaire de la part des enfants, pas toujours le matériel, pas de suivi possible de la scolarité. Ça, c'est un point de vue de l'école, mais qu'on retrouve dans un point de vue sociétal, puisque au niveau des indices de la pauvreté, elle est définie au niveau de la société par moins de 60% du salaire moyen du pays dans lequel on est. Pour nous, à ATD, c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas définir en soi la pauvreté. Donc justement, on a été un petit peu plus loin. Donc je propose un autre document que celui d'Alain, si vous voulez. On a une recherche qui a été faite entre 2017 et 2019 qui s'appelle Comprendre les dimensions de la pauvreté. C'est une recherche qui a été faite en niveau international par l'université d'Oxford, dans 6 pays, dont la France. Et la France a fait son propre document, donc c'est celui-là, vous pouvez le trouver très facilement sur atdcarmonde.fr. Et je vous encourage à aller le voir. Et notamment, on retrouve un schéma qui montre que la pauvreté, elle est multidimensionnelle. Il n'y a pas une seule dimension qui est la dimension de manque d'argent, mais il y a plusieurs dimensions et que ces dimensions, elles interagissent entre elles. Et que c'est en prenant en considération toutes ces dimensions qu'on va pouvoir aborder les familles en situation de pauvreté. Alors, je voulais dire un peu, parce que là, on n'a pas une heure là-dessus. Donc, privation matérielle et des droits, contrainte du temps et de l'espace. Merci. Compétences non reconnues. Et là, on revient au niveau des familles sur, effectivement, dans la relation que l'école peut avoir aux familles, comment reconnaître ces compétences, comment permettre aux parents d'être des parents reconnus. L'isolement. Alors, l'isolement des familles, puisque leurs contacts sociaux sont très faibles, et la peur que cet isolement soit reproduit pour leurs enfants à l'école. Et puis il y a aussi tout ce qui est maltraitance institutionnelle ou maltraitance sociale. Alors là, malheureusement, l'école avec tous ces implicites, c'est-à-dire qu'on dit les parents en situation de pauvreté ne connaissent pas les codes de l'école, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que ils comprennent pas, on n'a pas le même langage, on prend pas le temps d'essayer de leur faire comprendre les codes de l'école, et qu'ils de l'école leur propre expérience, mais ils n'ont pas le vocabulaire pour aller échanger avec les enseignants, donc ils ne vont pas oser aller échanger avec les enseignants, et quand ils osent aller échanger avec les enseignants, ils ne comprennent pas nécessairement un certain nombre de choses, notamment dans tout ce qui est implicite, et qu'on ne leur explique pas. Toute la notion de peur et de souffrance aussi, donc cette peur d'aller voir l'enseignant, cette peur pour leur enfant, pour l'avenir de leur enfant, et puis les dégradations de la santé qui concernent un petit peu moins l'école. Et au-delà de tous ces indices de pauvreté, reste quelque chose qui est transversal, c'est la notion de combat quotidien que ces familles ont, et la notion de dépendance à l'autre, puisque pour pouvoir avoir les aides dont ils ont besoin, ils sont obligés de passer par une assistante sociale. Ils sont tout le temps en demande pour pouvoir, ne serait-ce que manger chaque jour. Et pour nous, ce que c'est aussi important, c'est que d'accord, il y a cette notion de dépendance, mais il y a aussi cette notion de combat. Et cette notion de combat, ils la transmettent à leur enfant. Et c'est quelque chose qui est important, puisque leur enfant vit dans ce combat permanent. Donc, l'accueil des familles, il passe par prendre le temps de faire connaissance avec ces familles, de quoi ces familles peuvent être fières, de quoi ces enfants peuvent être fiers. C'est-à-dire que là, on arrive à la notion assez rapidement de conflit de loyauté, c'est-à-dire que si les parents, quand ils arrivent à l'école, sont systématiquement considérés comme inférieurs ou comme des gens qui ne savent pas faire, ça implique chez les enfants, si eux rentrent dans les codes de l'école et sont en réussite à l'école, ça veut dire qu'ils trahissent leurs parents.
Donc, comment accepter de pouvoir réussir à l'école si pour ça on est obligé de trahir ses parents, et d'où toute la complexité pour ces enfants après d'entrer dans les apprentissages. Si j'ai tout dit, Alain, si tu veux. Non, mais c'est super parce qu'en fait, tu fais la transition avec la suite. Non, c'est super. Hein. Et ce que j'écrivais là sur le chat, hein, c'est vraiment peut-être un peu provocateur, mais il faut l'être. Hein. C'est-à-dire qu'il existe des flyers, il existe des choses qu'on peut imprimer, oui, tout à fait. ces représentations de ces différentes dimensions de la pauvreté. Ces travaux ont été menés par des militants Carmonde, c'est-à-dire des gens qui connaissent et qui vivent dans la précarité. Voilà. C'est ça aussi la richesse du mouvement ATD, c'est que en fait, ils donnent de la dignité aux personnes qui vivent dans la grande précarité. Et la dignité, ça passe par la capacité qu'ils puissent eux-mêmes définir la façon dont ils vivent, ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Et vraiment, c'est précieux. Et je pense qu'un tel schéma qui pourrait être présent dans les salles de professeurs, dans les écoles, pour mieux définir les différentes dimensions de la pauvreté. Parce que c'est pas simplement un manque d'argent, évidemment, et que l'on puisse discuter sur cette question, vraiment, c'est très intéressant et très important. Sur cette question de... Vas-y, Petit. Il y a une question là sur des pistes pour réduire les malentendus concernant les attentes de l'école, mais surtout des pratiques enseignantes. Alors, si on revient au dossier d'orientation, en fait, souvent quand on parle de ce dossier d'orientation, on nous dit c'est le choix de la famille, ils ont signé le dossier. Oui, ils ont signé le dossier, puisque c'est obligatoire pour un dossier MDPH ou pour un dossier d'orientation que la famille le signe. Et quand on demande aux familles, mais pourquoi vous avez signé le dossier, ils nous répondent, mais parce qu'on nous a dit que c'était pour le bien de l'enfant. Et souvent, voilà, on s'arrête à ça, parce que c'est pour... quelle famille va dire, si c'est bien pour mon enfant, je ne vais pas signer. Mais il n'y a pas de choix éclairé, ils ne savent pas ce qu'ils ont signé. On n'a pas pris le temps de leur expliquer tout ce que ça impliquait de signer ce dossier. Et notamment, il y a une violence qui est ressentie par certaines familles. Quand on leur fait signer un dossier MDPH, souvent, le mot handicapé n'a jamais été prononcé au cours des équipes éducatives, au cours de tous les échanges avec les familles. Et puis, elles expliquent qu'après, elles sont à la maison et elles reçoivent la notification des MTTH qui commence par « Votre enfant est handicapé ». Et ça, c'est un choc qui est énorme. Donc, la piste, c'est vraiment prendre le temps de vérifier que la famille qui est en face de nous comprend ce qu'on lui dit et est capable de faire un choix éclairé. Et quand on lui dit « Il faut signer parce que c'est pour le bien de l'enfant », c'est pas un choix éclairé. D'une façon plus générale, les communications avec la famille, les voies de communication, que ce soit à travers les documents qu'on remet aux enfants ou quelquefois des lettres qu'on envoie directement, pour les familles qui vivent dans la précarité et qui connaissent parfois très mal les codes de notre école, méritent toujours une vérification sur la compréhension. Ça sera utile pour elles, mais ça sera utile aussi pour toutes les autres familles. Pour avoir vu un certain nombre de documents collés dans les carnets de correspondance et qui étaient adressés aux familles, il y en a quand même un bon nombre qui étaient compréhensibles par des gens très initiés et qui connaissaient parfaitement les codes de l'école. Et sans les codes, c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi une expérimentation dans un lycée professionnel justement qui s'appelle Coup de pouce, c'est dans Château-Chinon, je crois, dans la ville, hein, où ils ont fait tout un travail effectivement, et à la fin de chaque document officiel, parce que ils ont fait tout un travail avec des parents illettrés qui ont relu tous leurs documents et qui ont travaillé avec eux pour réécrire les documents jusqu'au bulletin, de la réécriture du bulletin, qu'est-ce qu'on peut écrire dans un bulletin, comment on peut l'écrire pour que ce soit explicite pour les parents. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas non plus simplifier à l'extrême les documents parce qu'on perdait du sens. Et du coup, en bas de chaque document, il y a un pouce comme ça et il y a marqué coup de pouce et à côté, il y a un numéro de téléphone tout simplement avec un nom, un numéro portable que les personnes peuvent appeler si elles ont besoin d'explications supplémentaires. Et bien très très rapidement, ils ont eu beaucoup de parents qui m'ont appelé parce que le téléphone est aussi le moyen le plus sûr pour communiquer avec les parents. Et ils ont aussi mis en place
tous les ans, au deuxième trimestre, un coup de fil à chacune des familles. Donc, ils se répartissent, tous les enseignants ont un fichier avec un nombre de familles à appeler, avec un questionnaire pour faire connaissance avec les familles. L'importance, c'est vraiment de prendre le temps de faire connaissance avec la famille et de pouvoir, pour instaurer une confiance, mais surtout pour vérifier sa compréhension systématiquement. Je pense que c'est intéressant de citer quelques exemples comme ça. Il est clair que à chaque fois, ces exemples montrent la puissance d'imagination des équipes, en fait, et c'est souvent, ce travail-là avec vos équipes qui peut permettre de trouver des solutions. Je veux dire, ça donne des idées, hein, des cartons d'invitation, des coups de pouce, la traduction d'un certain nombre de textes importants qui sont traduits en différentes langues, parce qu'en fait, on a aussi face à nous des familles qui non seulement sont illettrées, mais d'autres aussi ne parlent pas notre langue. Donc il faut aussi penser à toutes ces situations. Et comme le dit Clotilde, l'idée c'est surtout pas de simplifier tout en perdant le sens même de ce qu'on veut faire passer comme information. Ça aussi c'est quelque chose de... c'est être ambitieux aussi dans cette relation pour qu'elle soit la plus fine possible. Les malentendus se logent dans tous les coins. Enfin, je veux dire, on ne les imagine pas. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les familles, que les familles soient elles-mêmes auprès de vous, vous accompagnent pour essayer de vous donner le maximum d'éclairage sur ces malentendus qui vont faire que l'école est incompréhensible pour ces familles. Elle est incompréhensible pour les familles, puis elle est incompréhensible pour certains enfants. Juste pour vous dire un peu, parce que je vois dans le chat qu'il y a des malentendus du contrat didactique. En fait, il y a un malentendu sur le contrat didactique. Un enfant vient à l'école, enfin pour un enseignant, un enfant vient à l'école pour se poser des questions. Et pour essayer de trouver des réponses à des questions qui se posent. C'est pas si évident que ça, c'est implicite dans beaucoup de relations, mais en réalité, il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école pas pour ça, qui viennent à l'école pour faire le travail qu'on leur demande. D'accord? Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant pense qu'il a rempli son contrat quand il a fait le travail qu'on lui a donné. Sauf que les enjeux de savoir qui sont derrière ce travail, pour lui, ils n'existent pas. C'est-à-dire que quand il va colorier une carte de géographie, pour lui, il va mettre des couleurs sur des zones, mais l'enjeu qui est de savoir que ces couleurs correspondent à des altitudes, eh bien, pour certains nombres d'élèves, ils passeront à côté. Et donc, ils auront accompli une certaine tâche, ils auront pour eux rempli le contrat qui était passé avec l'enseignant, qui est de dire « je colorie la carte qu'on me demande de colorier », mais en réalité, ils seront passés à côté de l'enjeu de savoir qui était de relier une couleur à une altitude et surtout d'être capable de transférer ce savoir à d'autres situations et pour d'autres cartes. Donc, vous avez ici vraiment l'idée que si l'enfant ne trouve pas le sens de ce qu'il fait, si on ne donne pas du sens aux tâches et aux activités scolaires, j'ai envie de dire qu'un certain nombre d'enfants passeront à côté, pendant toute leur scolarité, en réalité des enjeux de savoir et de compétences. Donc ça, c'est un gros travail à faire avec les enseignants, parce que c'est certainement l'élément qui est le plus gros des malentendus en fait, de notre école pour un certain nombre d'enfants et de familles. Alors, et les références qu'on utilise sont aussi des références qui n'ont pas nécessairement. Je pensais par exemple à un enseignant de collège dans une observation de classe qui demandait à des enfants des exemples de contes, où il y a un enfant qui a parlé d'un dessin animé de Walt Disney, je ne sais plus lequel, et ce coup-ci c'était Cars, et l'enseignant lui a répondu « ça c'est pas un conte ». Oui, mais c'est sa référence. Donc, si on ne lui permet pas d'avoir ses propres références et de s'appuyer sur ses propres références pour après savoir ce que c'est qu'un conte, voilà, l'enfant il n'a pas su plus derrière ce qu'était un conte et il n'a pas compris pourquoi Cars n'était pas un conte, parce qu'il n'y a pas eu d'explicitation derrière du fait que ce n'était pas un conte. C'est une référence qui est interdite, Walt Disney ou certains films, comme conte dans le cours de français. Mais ça ne l'a pas aidé dans sa compréhension de ce qu'était un conte derrière. Donc, dans la notion de prise en compte, ça, c'est vraiment de s'appuyer sur les connaissances des enfants et sur leur milieu,
sur ce dont ils sont fiers, hein, qu'ils peuvent apporter à l'école d'une certaine façon. On retrouve ça dans le coin 9 de Fresnay, où les enfants viennent avec une nouvelle qu'ils ont de la maison, ce qui permet aux enseignants de rebondir sur quelque chose qui est une connaissance de l'enfant pour pouvoir appuyer ses apprentissages sur ces connaissances-là. Juste pour reprendre sur la formation, juste parce qu'il y a eu des questions sur la formation continue et la formation initiale, à quel moment on peut parler de ça aux enseignants et dans quelle partie de leur développement professionnel? Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une refonte des maquettes des INSPE, vous l'avez vu, qui sont très structurées autour du lire, écrire, enfin des fondamentaux, des savoirs fondamentaux, hein, c'est clair. Donc il y a déjà beaucoup d'espace occupé par les enseignements disciplinaires. Et peut-être que les préoccupations des enseignants lors de la formation initiale, qui sont, je dirais, surtout tournées vers l'obtention du concours, hein, enfin, ça peut se comprendre, c'est pas forcément à ce moment-là qu'ils sont le plus réceptifs à ces questions d'accueil des enfants qui vivent dans la précarité. Par contre, dans la formation continuée, c'est-à-dire cette formation qui va être proposée aux enseignants dans leurs 3 premières années professionnelles, là, il y a certainement un espace à prendre, c'est-à-dire intégrer cette question des malentendus socio-cognitifs, de l'enseignement plus explicite, et puis de toutes ces questions qui tournent autour de l'accueil des enfants qui vivent dans la précarité, ont certainement beaucoup plus de place dans cette formation continuée que dans cette formation initiale, à mon avis. Alors c'est pour ça, parce qu'on essaye de trouver un espace, mais c'est vrai que c'est lorsqu'on est confronté à ce type de difficultés scolaires que peut-être on a le plus besoin d'accompagnement pour ce qui concerne les enseignants. Et puis le Centre Alain Savary, alors là je peux que vous conseiller d'aller, de lire, de prendre tout ce qui existe, et surtout de Jean-Yves Rochex évidemment, qui reste quand même le sociologue de l'éducation et qui a le plus travaillé sur ces questions, historiquement pour l'éducation prioritaire. Mais le référentiel de l'éducation prioritaire, par essence, répond à un certain nombre de ces enjeux, sur cet enseignement plus explicite, mais aussi sur la relation avec les familles. C'est vraiment un outil qui peut être redistribué, réactivé. Le référentiel de l'éducation prioritaire reste un objet cadrant et qui peut, pour des jeunes enseignants, mais même plus âgés, donner quelques pistes. Ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le remettre sur les tables de la salle de professeurs, même de la classe, enfin, je veux dire des écoles. On peut rebondir aussi sur la notion du PRE. Il y avait dans le lien en famille, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Les enseignants ne peuvent pas tout. Quand on parle de familles éloignées de l'école, il y a des familles qui ne viennent jamais à l'école, qu'on ne voit pas. C'est une réalité et ce n'est pas à l'enseignant d'aller toquer aux portes des familles pour les faire venir. Et c'est sûr que là, le partenariat avec les centres sociaux, avec les PRE, avec tout ce qu'il y a autour de l'école, même les associations d'aide aux devoirs, hein, est assez fondamental pour faire venir les familles vers l'école. Mais c'est un partenariat qui se construit. On travaille beaucoup avec la mairie de Grigny, tout simplement encore plus près que les centres sociaux, les animateurs du périscolaire. Les animateurs du périscolaire sont souvent de la ville. Ils connaissent le quartier, ils connaissent les familles et ils peuvent avoir un très bon rapport avec les familles. Et ce sont des sources d'informations sur les familles et des sources d'accompagnement vers les familles qui sont très très importantes. Et pour nous, c'est très très fondamental que l'école, tant qu'elle restera centrée sur elle-même, ne pourra pas tout faire pour aller vers les familles les plus pauvres. Et elle a besoin de partenaires, et ces partenaires existent pas très loin, avec toutes les associations qui gravitent autour de l'école. Juste aussi pour rebondir sur les OE-PRE, j'ai vu passer ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves. Juste pour vous dire qu'on a mené dans l'académie une petite étude pour savoir comment on arrivait à mieux toucher les parents dits invisibles. Pierre Perrier parle beaucoup des parents invisibles. C'est un sociologue de l'école aussi qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et il semblerait quand même, quand on a étudié un certain nombre d'écoles, qu'il y a 3 dispositifs qui améliorent
beaucoup la relation avec ses parents dit invisible, ou en tout cas qui les rendent un peu plus visibles. C'est les OEPRE, ça c'est clair, c'est vraiment des outils puissants. C'est aussi d'accueillir les parents dans des cours, c'est-à-dire leur proposer de venir assister à un certain nombre de moments de classe. Ça attire aussi beaucoup les parents, et ça permet de capter aussi ces parents. Et puis c'est aussi faire des réunions thématiques ouvertes aux familles, mais je dirais pas des réunions je dirais généralistes, mais des réunions beaucoup plus ciblées sur des questions très précises autour du numérique, autour du travail personnel, autour de l'orientation. Mais cette fois-ci, les parents semblent peut-être un peu plus motivés quand il s'agit de venir pour des questions sur lesquelles ils ont peu de réponses et qu'ils ont envie de traiter avec nous. Voilà, donc je vous dis, c'est trois leviers, OEPRE, assister à des cours ou à des séances de devoirs faits, par exemple, et puis faire des réunions beaucoup plus thématisées pour les familles. Voilà les trois éléments qui sont apparus. Mais sur les petites, en maternelle et en élémentaire, mais je sais que ça a aussi été utilisé, enfin mis en place au collège. Il y a aussi des ateliers avec les parents. On a notamment mis au point un atelier qui s'appelle la fête des histoires, où on fait venir les parents pour lire des histoires avec les enfants. Et c'est des ateliers qui sont intéressants parce qu'ils permettent à la fois de faire découvrir le livre aux enfants en compagnie de leurs parents, et puis aussi de voir la position qu'ont les parents par rapport au livre. Au cours de l'année, les enseignants font ça une fois par période, et au cours de l'année, de voir l'évolution des parents dans cet atelier. Et souvent, en fait, les parents vont agir par mimétisme et en s'entraînant. On a des parents qui arrivent au premier atelier, qui restent debout, qui prennent le livre mais qui vont pas s'asseoir, et puis qui voient les autres s'asseoir, prendre leurs enfants sur leurs genoux, et puis petit à petit, voilà. Puis on a des parents qui savent pas lire, celui d'à côté voit que le parent sait pas lire, il va l'accompagner, il va lui dire bah tu sais tu peux juste regarder les images, et puis voilà, et ça avance comme ça, et au fur et à mesure de l'année, les parents aussi évoluent. Ça permet aux parents de prendre confiance et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans l'école, et ça permet à l'enseignant aussi de voir les parents sans avoir à les interroger, puisque là, lui, il est quand même en position d'observateur sur un temps de lecture avec les enfants. Donc, tous ces temps-là permettent aussi une connaissance sans un discours direct ou rentrer dans la vie privée des parents, mais d'observer en fait les décalages que peuvent avoir ces parents et comment, juste par l'imitation, les parents peuvent aussi s'adapter et avancer. C'est chouette parce que je regarde en évoquant quelques initiatives, on voit que il y en a plusieurs d'entre vous qui nous parlent d'autres, les grandes lessives, la grande lessive par exemple, on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment très très diversifiées et qui fonctionnent. Donc ça veut dire que je sais qu'un collègue l'a disait, l'école française est une école qui trie et qui classe. C'est vrai, et en même temps on voit quand même, en tout cas dans l'école obligatoire, on va dire dans l'école du socle, du premier, enfin, de la maternelle jusqu'à la troisième, on voit quand même que cette question du tri et du classement est quand même un petit peu moins aujourd'hui vécue. Je dirais qu'on puisse déconstruire cette idée que dans l'école du socle, l'objectif, c'est de développer pour 100% des élèves 100% des compétences du socle commun, de compétences, de connaissances et de culture. Et donc, en fait, c'est une ambition énorme, hein, mais pas forcément tous au même niveau de maîtrise d'ailleurs, mais d'arriver à quand même sauvegarder l'idée qu'il y a un ciment commun, un ciment de la société d'ailleurs, hein, qui fait que si on veut vivre ensemble, il faut qu'on partage un certain nombre de connaissances et de compétences communes. Je crois que ce discours-là, il est vraiment à rappeler auprès des enseignants du premier et surtout du second degré en collège. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour trier et classer, ils sont là pour développer un savoir commun, des compétences communes, susceptibles de créer une société dans laquelle les gens puissent vivre ensemble. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment le dire, je n'arrête pas de le répéter en tant qu'inspecteur auprès des enseignants, voilà, qui parfois comprennent pas qu'ils partagent, que ce soit les professeurs de collège et les professeurs du primaire, partagent le même objectif. En fait, il y a plus de différence en termes d'objectifs entre un professeur de collège
et un professeur de lycée qu'entre un professeur de collège et un professeur d'élémentaire, enfin du primaire. Parce qu'en fait, les deux, là, ceux qui sont dans l'école du socle, développent les compétences de ce socle pour tous les élèves. Et les programmes ne sont que des outils pour développer les compétences du socle. Et c'est compliqué, hein, je dis pas, hein, mais on a un peu quitté cette question-là, mais je trouve que nous, pilotes, on rappelle encore quand même les grands enjeux du système, qu'on rappelle ce que la nation a confié comme mission à l'école. Je pense que ça peut être important pour nos enseignants pour éviter justement cette idée qu'on classe et qu'on trie. Voilà, je ferme la parenthèse qui n'est pas simplement pour les enfants qui vivent en précarité, mais qui en réalité ont des conséquences plus importantes pour eux que pour les autres. Voilà, merci. Votez pour moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Enfin. Bon, on a bien progressé, Clotilde, sur cette question de. Je rappelle quand même. Alors, j'en profite parce que j'ai plein de. Moi, le livre, ça me plaît bien. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a des lectures que vous pouvez aussi conseiller à vos enseignants, parce que je trouve que ils lisent beaucoup des choses de leur discipline, mais il y a quand même des lectures indispensables quand on travaille avec les enfants et sur l'éducation. Didier Ribon, Retour à Reims, est un parfait exemple d'un auteur qui nous parle justement de ce conflit de loyauté, qui nous parle de tout ce qu'il a dû vivre comme décalage entre le langage de l'école et le langage de sa famille. Bon, il y a évidemment Annie Ernaux, hein, mais il y en a d'autres, des auteurs qui parlent de ces transclasses et de cette difficulté. Je pense que c'est important de se nourrir aussi d'éléments qui ne sont pas directement en lien avec l'école. Moi, je vais vous dire, hein, je vais pas vous faire le débat, mais il y a des choses indispensables aujourd'hui. Lire François Dudet pour comprendre un petit peu. Et puis, il faut revenir, hein, il faut revenir quand même aux essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même lire Les Héritiers de Bourdieu, parce qu'en fait, vous avez raison, notre école est quand même encore à progresser. Bon, alors je ne rajoute pas, mais sur cette question du conflit de loyauté, je crois que Clotilde l'a très bien expliqué. C'est vraiment, oui, on va finir avec les gueules, évidemment, mais vraiment, j'ai envie de nourrir le plus possible la réflexion, à la fois des chefs d'établissement et des inspecteurs. C'est-à-dire qu'on est tellement happé par des circulaires, par des vadémécum, par des textes qui font qu'on est happé par la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs, que si on peut prendre quelquefois quelques moments pour aller écouter autre chose, de la philosophie, de la littérature, de la sociologie, de l'anthropologie, voire même de l'économie, je trouve que ça fait du bien pour comprendre un peu les enjeux de l'école. Et quand on est pilote, je pense qu'il faut qu'on ait ces enjeux en tête. Il faut qu'on soit capable de les incarner et puis de les faire vivre auprès de nos enseignants, parce que c'est ça qui va ensuite permettre de faire quelque chose dans la durée et pas simplement juste un dispositif, une action. Voilà. Moi, je milite beaucoup pour ça et je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous ce soir. La dernière thématique, il nous reste 15 minutes, c'est la thématique du numérique et la thématique du non-recours. Alors ça, c'est important parce que c'est pas un problème, c'est pas qu'un problème d'équipement. Enfin, je pense que ça, vous en êtes conscient, hein. Mais on l'a vu, le problème du numérique, c'est pas simplement un problème d'équipement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné des tablettes et des ordinateurs à nos enfants, qui vivent dans la précarité, familles qui sont dans la précarité, on sait très bien qu'il y aura un problème d'usage. Il y a des questions d'usage. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Donc en fait, je crois que sur ces questions du numérique, il y a une nécessité, alors peut-être dans des OEPRE, hein, parce que ça se fait, je sais que j'ai vu des ateliers numériques, mais en tout cas pour l'usage de l'ENT, quand il y en a, je parle là plutôt des collèges, mais aussi pour l'usage du matériel numérique, il y a besoin de prendre le temps, et ça vous le savez mais aussi bien que nous, on n'est pas en train de vous dire, enfin, on n'est pas en train de vous dire vous ne le faites pas, hein, mais on sait que c'est quelque chose de long, de difficile. Et quand on a travaillé avec les militants sur cette question du numérique, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'il faut qu'il reste de l'humain. En fait, il peut toujours y avoir du numérique, mais il faut qu'il reste de l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une relation humaine pour expliquer le numérique. Et c'est vrai que les militants Carmonde nous l'ont dit devant le représentant du ministre Cédric O. Et c'est vrai que c'est pas pensé aujourd'hui, les plateformes pour demander des bourses, pour s'inscrire, ne sont pas pensées pour des familles qui ne sont pas complètement connivantes avec le numérique. Voilà. Oui, les demandes de bourse aujourd'hui, je sais que pour beaucoup d'entre vous ont gardé le support papier parce qu'on sait
que si on n'avait pas de support papier et que vous avez saisi vous-même un certain nombre de demandes, eh bien, on serait vraiment avec une diminution de demandes qui serait absolument pas liée à l'amélioration des conditions de vie, mais plutôt à la distance, à l'exclusion numérique. Et ça, c'est important. Faut-il je parle beaucoup d'un peu. Oui, alors, beaucoup ont gardé le papier, beaucoup n'ont pas fait aussi. Parce qu'on a des retours de famille qui, effectivement, ont été demandés à un dossier papier qui n'ont pas reçu. Donc, effectivement, il y a toute la problématique de l'équipement. Qui effectivement, là, avec le confinement, on a beaucoup d'associations, beaucoup de fondations, même à l'Éducation nationale, qui ont commencé à essayer de fournir du matériel. Mais on a des familles qui reviennent vers nous en nous disant bah oui, j'ai un ordinateur, oui, maintenant j'ai une connexion, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas, mon enfant ne sait pas plus que moi s'en servir. Donc on a vraiment toute cette problématique de ne pas rester dans juste fournir du matériel, mais bien être dans l'accompagnement des familles, des enfants, mais aussi des parents dans l'utilisation de ce numérique. On a aussi la problématique dans le lien aux familles. Tu parlais de l'ENT, où souvent les modalités qui sont données par l'Éducation nationale nécessitent un ordinateur. Et souvent, la connexion, elle est uniquement sur le téléphone. Donc, même quand il y a une maîtrise au niveau Internet, on est bloqué parce qu'au niveau du téléphone, on n'a pas toutes les fonctionnalités, on n'a pas tout ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. À nouveau, le meilleur moyen de communication, c'est le téléphone à l'heure actuelle. Et le téléphone portable ne permet pas toujours. Alors d'abord parce que les mises à jour ne sont pas suffisamment, ne sont plus possibles parce que les téléphones sont anciens, et on a aussi des accès qui sont limités dans le NT notamment et dans d'autres applications qui peuvent être utilisées pour communiquer avec les parents. Donc c'est avoir cette double attention de la faisabilité de l'utilisation du numérique et le choix en amont des applications qui soient utilisables sur des téléphones portables. Puisqu'on n'arrivera pas à avoir un ordinateur par membre de la famille, donc quand il y a 5 enfants qui doivent tous faire leurs devoirs sur du numérique, les parents n'ont plus le temps d'aller sur l'ordinateur parce qu'il est pris tout le temps. Donc de toute façon, il faut vraiment repenser ces applications pour qu'elles soient accessibles toutes avec des portables et pas des portables dernier cri avec la dernière mise à jour. Voilà. Alors en ce qui concerne le non-recours, effectivement, le numérique a accentué, mais on avait déjà du non-recours avant. Alors ce non-recours, dans les collèges et les lycées, souvent aussi, les familles n'ont pas nécessairement accès à ces dossiers de bourse, les dates, quand ça se passe, etc. L'information ne passe pas nécessairement, parce que souvent elle passe par les élèves qui la relaient pas toujours. Hein. Et puis après, un certain nombre de familles qui ne recourent pas, qui ne demandent pas de bourse parce qu'ils ont parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est trop compliqué tous les papiers qu'il faut rassembler pour pouvoir prétendre à remplir un dossier de bourse. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai que sur ces questions des bourses, on essaie de faire un travail aussi dans notre académie parce que le service statistique a essayé de modéliser un petit peu le nombre de familles qui pourraient avoir le droit aux bourses dans un établissement. Donc il y avait une valeur théorique, et puis on est allé regarder les valeurs réelles. Et ce qu'on a vu nous a un petit peu effectivement surpris, c'est il y a un écart énorme entre ce qu'il devrait y avoir comme bourse, comme demande de bourse, en tout cas comme dossier de bourse déposé puis accepté dans les établissements, et ce qui est réellement demandé et atteint. Donc là, il y a un vrai travail de fond à faire avec les intendants, avec les agents comptables, avec les AS, avec les chefs d'établissement. On sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais certainement sur ces questions-là, peut-être aussi s'associer avec des partenaires, mieux faire connaître les procédures en travaillant avec la CAF ou en travaillant avec les PMI, enfin en travaillant avec tous les partenaires. Et puis il y a des moments un petit peu délicats, le passage de l'école au collège où
les enfants entrant en sixième, c'est ces enfants qu'on a du mal aussi, et ces familles qu'on a du mal aussi à toucher. Et c'est vers ces acteurs-là qu'il va certainement falloir porter un peu plus d'attention. Il y a les fonds sociaux. Alors ça, c'est clair que les fonds sociaux sont aussi des variables d'ajustement qui ont été très utilisées pendant le confinement. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut utiliser ces fonds sociaux pour beaucoup de choses. Voire même, dans certaines situations, donner de l'argent directement ou des bons alimentaires pour les familles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les établissements qui reçoivent un public défavorisé, il n'est pas toujours compréhensible qu'à la fin d'une année, il y ait des reliquats très importants de fonds sociaux. C'est ça qui est certainement à réfléchir avec la communauté éducative et de se dire, et vous l'avez vu, hein, parce que les conséquences ont été immédiates, c'est-à-dire qu'on a diminué le montant des fonds sociaux parce que justement, on a remarqué qu'ils n'étaient pas utilisés. Donc, il ne peut pas y avoir de redistribution. Donc ça, c'est quelque chose qui entre des établissements qui en auraient besoin et d'autres qui n'ont pas tout utilisé. Donc ça fige un peu les choses. Les DSDEN essayent de travailler quand même sur une forme de redistribution. Mais il est clair que sur l'utilisation des fonds sociaux, il y a un vrai travail collectif à faire et de simplification et peut-être d'anticipation. C'est-à-dire qu'un voyage scolaire, on anticipe pour faire en sorte que les boursiers n'aient même pas à demander le financement de ce voyage scolaire, que ça soit une forme d'automaticité, parce que en fait, sinon, on place ces familles dans une situation en permanence de demander de l'aide, ce qui est très usant, et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, un certain nombre de familles n'en puissent plus, s'épuisent et se disent que c'est trop compliqué et qu'on ne demande même pas. Donc, il y a certainement des choses aussi à faire de ce côté-là. D'autant que maintenant, de façon quasi systématique, il y a le quotient familial qui est calculé pour les cantines, donc on a l'information sur les conditions de ressources des parents qui permet assez facilement de savoir. Voilà. Après, reste la question de laisser toujours le choix aux parents aussi de pouvoir ou non payer l'intégralité de la somme. Mais au moins de proposer, on peut tout à fait réfléchir à proposer un paiement de voyage par rapport au quotient familial, ce qui permet déjà de ne pas être dans une stigmatisation d'aller demander, parce que dans beaucoup de lycées, on ne propose même pas. C'est même pas proposé, c'est vraiment les enfants qui doivent faire la démarche de dire je peux pas venir parce que mes parents ne peuvent pas payer, donc est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, disposer. C'est énorme pour un lycéen d'avoir à faire cette démarche-là et vraiment, effectivement, d'anticiper dans ces voyages scolaires le fait que les parents ne seront pas en capacité de payer, c'est vraiment important pour que les enfants s'autorisent tout simplement, parce qu'il y a des enfants qui ne s'autorisent même plus à parler à leurs parents des voyages scolaires. Ils vont directement dire, de toute façon, je sais que papa et maman ne peuvent pas payer, et ils ne vont même pas en parler pour éviter d'avoir à ce que leurs parents leur disent non. Les élèves ne mangent pas tous à la cantine, et donc on n'a pas tous les quotients familiaux. On pourrait parler des heures. Il y a la question des fournitures scolaires. Évidemment, il y a aussi cette question des fournitures scolaires. Il y a des travaux qui sont menés pour justement faire en sorte que ça soit pris en charge par la mairie, mais à condition que les enseignants se mettent d'accord dans les écoles pour avoir une liste commune. Et ça simplifie beaucoup la vie des familles. Ça permet à Clichy-sous-Bois, le maire de Clichy, a réussi à faire acheter toutes les fournitures scolaires après avoir travaillé avec l'IEN sur une liste commune pour toutes ces écoles. Et c'est pas encore parfait parce qu'il y a des enseignants qui ont redemandé des choses derrière, mais il n'empêche que il y a aujourd'hui quand même, il me semble, dans certains quartiers et dans certaines zones, une préoccupation sur ces questions des enfants et de l'accès à l'école et de l'accès au droit et du coup de l'école. Là où il y a encore beaucoup, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 enfants sur 3 qui vivent dans la pauvreté, qui ne sont pas en éducation prioritaire. Et c'est dans ces quartiers peut-être un peu moins défavorisés qu'il y a peut-être aussi plus de souffrance parce que c'est plus difficile de pouvoir bénéficier. Et il y a une forme de peur d'être stigmatisé aussi. Donc c'est très délicat de pouvoir travailler dans ces quartiers-là. Il est 18h59, on aurait envie de passer beaucoup plus de temps avec vous, vraiment. On aurait encore des choses autour des solidarités dans l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur cette question. Mais en tout cas, j'espère qu'à travers les quelques points qu'on a pu évoquer avec vous, à travers la conviction qu'on a essayé de dégager aussi
de nos actions et de notre engagement, vous aurez aussi pu avoir des idées, avoir envie de mettre en place des éléments, se lancer dans des opérations, des projets avec vos équipes pour justement faire en sorte que notre école soit plus respectueuse et plus accueillante pour l'ensemble des familles. Merci. Merci.